Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après avoir confessé les meurtres de 8 personnes à plusieurs personnes sans qu'aucune de ces personnes ne réagisse et ne fasse quelque chose, elle décide d'appeler les autorités pour confesser ces meurtres dans le plus grand des calmes. Elle est le genre de personne qui a le culot de demander pendant un interrogatoire dans quelle bouteille il y a de la vodka lorsque le policier ramène 2 bouteilles d'eau, une pour elle et une pour lui. Aujourd'hui, je vous parle d'Elizabeth Wetlofer. Elle est aussi ce qu'on appelle un ange de la mort puisqu'elle travaille dans les maisons de retraite et elle tue les pensionnaires. Elle tuait car selon elle, une voix venant des enfers lui disait de tuer des gens. Eh ben c'est fantastique tout ça. Elizabeth Mae Parker naît le 10 juin 1967 à Woodstock en Ontario et elle grandit dans une famille qui se veut très stricte et contrôlante. Ses parents, Doug et Hazel Parker, font partie de l'église baptiste. Doug est connu pour être homophobe et avec certaines personnes de son église, il n'apprécie et il n'approuve pas trop un certain Glenn Hart qui est un homosexuel mais qui est aussi un ami de Wetlofer. En grandissant, c'est une enfant qui est assez timide et qui est aussi un petit peu bizarre, ce qui lui vaut de nombreuses moqueries mais aussi du harcèlement de la part de ses camarades. Pour se défendre, elle a développé une certaine technique, elle sourit, mais derrière ce sourire se cache une personnalité cruelle. Wetlofer étudie à Huron Park Secondary School et pendant ses années d'études, ça va de mieux en mieux. Elle fait partie de l'équipe de hockey sur gazon, elle est gardienne, donc elle a de plus en plus d'amis et elle fait partie de plusieurs bandes différentes. Ah oui, quand je parle de Wetlofer, je parle bien de Elizabeth Mae Parker, c'est juste qu'ensuite elle s'est mariée donc elle a changé de nom. Que vous soyez pas perdu. Cependant, même si elle a des amis et qu'elle est quand même relativement bien intégrée, elle est toujours assez étrange. Des fois, elle fait des actes que les personnes ne comprennent pas. Un jour, elle a pointé une arme sur un de ses camarades qu'elle n'aimait pas. Aussi, pendant son adolescence, elle se rend compte de sa bisexualité. Elle déclare un peu sa flamme à une de ses camarades, mais elle se prend un râteau. Sinon, elle aime les poèmes, elle adore écrire, donc elle voudrait poursuivre dans des études de journalisme avant de s'intéresser à toute autre chose, à la nurserie, mais aussi au conseil. Elle est diplômée en éducation religieuse de l'université London Baptist Bible. Même pendant ses années universitaires, son père continue de vouloir contrôler sa vie. Un jour, elle se rend à l'église avec sa petite amie. Son père se rend compte de ça. Il pète un câble, il part la chercher, il la ramène chez eux et il l'envoie en thérapie. Ouais, en thérapie. Tout ça pour essayer de la rendre hétéro. Après la thérapie, elle se met à avoir une haine d'elle-même et a beaucoup de doutes sur elle-même. Ça a fait tout l'inverse. Maintenant, elle a une image très négative d'elle-même. Et ensuite, elle se spécialise, elle part étudier le nursing à Conestoga College. À Woodstock, elle est engagée dans des agences de services sociaux pour des personnes handicapées. En 1997, elle se marie à Donnie Wetlofer, qui est un chauffeur de camion. Pour elle, c'est un peu la descente aux enfers, elle développe de nombreux problèmes, elle a des troubles de la bipolarité et elle a fait une overdose de médicaments qui a failli lui être fatale. D'ailleurs, à cause de sa bipolarité, sa licence de nursing a été restreinte puisqu'elle a été attrapée en train de voler des médicaments pour se soulager. Elle est consciente que ça ne va pas trop, elle souhaite que ça aille mieux, elle souhaite se faire aider, donc elle cherche de l'aide en ligne. Donnie, de son côté, il se rend compte qu'il n'est pas prêt à assumer tout ça. Donc il divorce et il dira plus tard qu'elle était malade. Wetlofer décide d'assumer son côté homosexuel et elle trouve une femme qui s'appelle Sheila Andrews. Elles vont se marier et elles emménagent ensemble. Les deux femmes sont encore ensemble lorsque Wetlofer trouve un travail à Carson Care et Carson Care, c'est tout simplement l'endroit où elle a commis la plupart de ses meurtres. Sheila a tout de même avoué que Wetlofer avait souvent des crises de colère, qu'elle agissait de manière puérile et qu'elle avait refusé de l'aider lorsque sa mère était malade, la mère de Sheila. Parce que selon elle, elle faisait cette merde toute la journée qu'elle ne voulait pas la ramener à la maison. Ces 2 premières tentatives de meurtre se sont déroulées sur 2 femmes. Elle leur a injecté de l'insuline, cependant elles ont survécu. Elles sont décédées un petit peu plus tard, mais pas de ça. Wetlofer n'a jamais été inculpé pour cette tentative de meurtre. Sa première victime est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 84 ans, qui avait 6 enfants, James Silcox. Elle le tue le 11 août 2007.
en lui injectant de l'insuline, et quand elle rentre chez elle, elle le raconte à sa femme. Ce à quoi Sheila lui répond « Tu devrais arrêter de faire ça, parce que tu pourrais te faire attraper. » Wow, 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 wow! Elle vient de tuer quelqu'un et tu lui dis juste ça? Elle se contente tout de même de la quitter, sans parler du meurtre à personne, et les choses vont empirer du côté de Wetlofer. Elle est encore plus enragée qu'avant, elle veut commettre de nouveau des meurtres, et selon elle, il faudrait qu'elle commette 7 meurtres pendant les 7 prochaines années. Elle essaye une nouvelle fois de tuer 2 nouvelles personnes, mais ça rate, comme les 2 premières victimes. Entre 2007 et 2014, elle tue 6 personnes de plus, ce n'est pas le quota qu'elle avait espéré, elle a essayé d'en tuer 2 de plus, mais ça a raté. En 2014, elle quitte son travail à Caress & Care et elle trouve des missions un peu à droite à gauche dans des infrastructures de soins. Parmi les personnes qu'elle a tuées, il y a Maurice Moé Granat, âgé de 84 ans, qu'elle a tué dans la nuit du 22 au 23 décembre 2007. Il y a Gladys Millard, 87 ans, qu'elle a tué dans la nuit du 13 au 14 octobre 2011. Marie Zurawinski, âgée de 96 ans, qu'elle a tué le 7 novembre 2011. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2013, elle a tué Hélène Young, une femme âgée de 90 ans. En 2014, elle a tué 2 personnes. Pour les dates, on est plus ou moins sûr. On sait qu'elle a tué Maureen Pickering, âgée de 79 ans, en mars, entre le 22 et le 28, et Harpard Horvath, âgée de 75 ans. Là encore, c'est en août, mais c'est daté entre le 23 et le 31 août. Pourquoi utilise-t-elle de l'insuline? Car l'insuline, c'est ce qu'elle utilise pour tuer les personnes, c'est son mode opératoire. Mais pourquoi elle utilise ça? Tout simplement puisque l'insuline ne peut pas être tracée comme toutes les autres drogues. C'est pour ça que personne ne la suspecte. Comme les quantités d'insuline n'étaient pas comptées comme les autres drogues, elle pouvait en mettre autant qu'elle voulait. En plus de ça, dans la nuit, c'était la seule à travailler, donc elle était seule et elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Quand elle injecte l'insuline à ses patients, elle leur dit tout simplement que c'est des vitamines pour qu'ils soient en pleine forme. Il faut quand même noter que l'injection d'insuline à très haute dose peut provoquer du stress physique, donc c'est pas foufou. À mon avis, ces patients ne sont pas morts dans les meilleures conditions. Il n'y a pas vraiment des meilleures conditions pour mourir quand on est tué par quelqu'un, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas morts paisiblement puisque ça provoque des stress physiques et donc des fois, ils souffraient. Je vous ai dit auparavant qu'elle avait confessé ses meurtres à plusieurs personnes. En 2011, elle en parle à un adolescent qui travaille à Caress & Care. Peut-être que ce dernier a pris peur et n'a rien osé dire vu qu'il était jeune. Cependant, en 2014, elle se confesse cette fois-ci à un pasteur ainsi qu'à sa femme. Rien ne se passe, ils ne font rien. La même année, elle en parle à l'un de ses anciens petits amis, toujours rien. Et toujours la même année, elle en parle cette fois-ci à un avocat. Devinez quoi? Non, cette fois-ci, il se passe quelque chose puisque l'avocat lui répond « Ouh là là, malheureuse, taisez-vous, ne dites rien, chut, ne dites rien à la police, faites comme si de rien n'était. » Pardon? En gros, l'avocat est en train de l'encourager à continuer ce qu'elle fait. Pour resituer, en 2014, elle arrête de travailler pour Caress & Care, là où elle a tué la plupart de ses patients. Elle commence un petit peu à travailler dans des infrastructures de soins différentes. Elle a des missions comme ça un peu ponctuelles, mais elle commence aussi à travailler directement chez ses patients. Quand elle se rend chez eux, elle injecte de l'insuline à 3 d'entre eux et seulement un d'entre eux décède. Tous les mois, elle voit un psychiatre qui lui prescrit des médicaments, l'un pour des troubles compulsifs obsessionnels et l'autre pour sa dépression. Cependant, ça ne suffit pas et ces médicaments ne l'arrêtent pas. Le 16 septembre 2016, elle se reprend en main et suit une cure de désintoxication au centre CAMH, Center for Addiction and Mental Health, le centre pour les addictions et la santé mentale. Elle confesse ses crimes au staff du centre dans lequel elle est. Cette fois-ci, il y a enfin quelqu'un qui fait quelque chose. Ils appellent l'Université des infirmières de Toronto. Elle avait une licence qui venait de là-bas. Et ces derniers appellent la police. D'elle-même, elle envoie un mail à l'université pour se retirer de sa position, enfin de son statut d'infirmière. Et en même temps, elle confesse ses crimes. Elle ne s'arrête pas là. Elle appelle ensuite un inspecteur et elle confie ses meurtres sur 4 pages qu'elle envoie par fax à la police de Toronto. Le 25 octobre, lors de son interrogatoire, elle avoue ses crimes et elle est reconnue coupable des 8 meurtres. Le 13 janvier 2017, 6 charges s'ajoutent
aux 8 meurtres auxquels elle est déjà reconnue coupable. Il s'agit de 4 charges pour tentative de meurtre et 2 pour agression. Selon elle, elle arrive totalement à dissocier le bien du mal, c'est juste qu'elle est soumise à des pulsions incontrôlables, elle entend une voix qui lui dit de tuer et elle tue. Pendant son procès en juin, elle renonce à tout droit d'audience préliminaire et elle plaide coupable pour tout ce dont elle est accusée. Sa licence de nursing saute, en même temps c'est un petit peu compréhensible, et elle est retirée de tous les registres, autrement dit elle ne pourra plus exercer. Elle est condamnée à 8 peines consécutives de prison à vie sans possibilité de faire appel avant 25 ans. Elle est incarcérée à l'institution pour femmes de Grande-Valais avant d'être transférée en mars 2018 dans un institut spécialisé pour suivre un traitement médical. Après que des psychologues aient étudié son cas, ils ont vraiment insisté sur le fait qu'en effet, Wetlaufer était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait et qu'elle pouvait qu'elle dissociait le bien du mal. Ces tests de personnalité ont montré qu'en effet, elle avait un trouble de la personnalité. Elle avait peur d'être abandonnée, elle était complètement instable, elle était très souvent en colère et surtout très impulsive. En plus de son instabilité mentale, ils ont relevé une addiction aux drogues. Elle a été diagnostiquée d'un trouble antisocial de la personnalité. Parmi les personnes qu'elle a essayé de tuer, il y a une femme, Bertram, qui est encore en vie et qui a témoigné. Elle a dit « Je ne sais plus qui je suis parce qu'Elizabeth Wetlaufer a consumé ma vie. Je ne comprends pas pourquoi elle était déterminée à me tuer. On m'a dit « Elle est en prison, ne vous en faites pas. C'est fini. » Mais ce n'est pas fini. Nous, les victimes, devons continuer de compter. Wetlaufer est encore en vie, elle est toujours incarcérée au centre spécialisé où elle suit un traitement médical. Voilà, c'est la fin de l'histoire de celle qu'on appelait l'ange de la mort. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous la connaissiez, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.